Alors, donc, Madame Nour, vous êtes la fille de celui qui aujourd'hui est connu comme le plus célèbre écrivain et le plus talentueux de Madagascar, Jean-Joseph Rabierre-Yvel. Mais vous, je crois, vous ne l'avez pas beaucoup connu. Non, je ne l'ai pas connu, parce que je n'avais que 4 ans quand il est. Et alors du coup, on a dû vous poser toujours beaucoup de questions par rapport à lui. Et qu'est-ce que ça vous fait à vous personnellement? Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment vous. Donc vous allez avoir des choses à me dire. J'ai pas beaucoup de choses à dire, mais je suis fière d'être sa fille. Bien sûr, c'est quand même un héritage important. Vous êtes une grande lectrice vous-même? Oui, vous lisez beaucoup. Détendez-vous, hein. Entre nous, on cause. Soyez pas. Il n'y a pas d'enjeu. Vous n'allez pas passer demain sur TVM. C'est juste pour que les gens aient la mémoire et entendent ce que vous avez à dire. Et en fait, moi, la question que je me pose aussi par rapport à Jean-Joseph Rabierre-Yvel, donc j'ai lu un peu des choses de sa vie avec les éditions du CNRS, là, qui ont publié l'ensemble de son œuvre, ce qui est une grande chance pour nous, parce que ça nous permet à nous, lecteurs, de rentrer dans l'univers du poète, sans l'avoir connu. Mais il me semble que toujours, en creux, il y a les femmes de Rabierre-Yvel, ce que moi j'appelle les femmes de Rabierre-Yvel. Il y avait un passage dans le premier temps, je pense, oui. Dans les calepins bleus. Qu'il avait culbuté son 500e femme. Ah oui? Oui, j'ai vu ça quand je suis allée au centre culturel Albert Camus. Dans le journal L'Observateur. D'accord. Le titre, oh moi je ne dirais pas, ce journaliste alors. Et pourtant j'ai vu que c'était moi-même qui avait. Il y avait eu une interview de France-Afrique. Et c'est vous qui aviez dit qu'il avait eu 500 femmes. Et donc le journaliste, il a pris ça pour le présenter comme un donjon. Oui. C'était l'image que vous en aviez, vous, étant dans le discours que votre mère, par exemple... Oui, c'est par ma mère qu'on a su. Hein. Et puis dans ses œuvres aussi. Il parle beaucoup de femmes. Dans le calepin bleu, il ne se cache pas. Oui. Nous, on a connu de ses maîtresses. On a 2 sœurs, une des 2 femmes. Et le plus drôle, c'est drôle pour moi, puisque c'est ma mère qui se sert de boîte de lettres. Ah bon? Oui. Par rapport... Elle a enduré des tas de choses. C'est ça, c'est ce que je me dis. Pour elle, c'était pas facile. Elle a épousé jeune, votre papa? Oui. À quel âge elle a 20 ans. À 20 ans. Oui. Et il y avait sa sœur aussi, je crois. Il était épris de la sœur de votre maman. Cousine. Cousine. Ses 2 élèves, quoi. D'accord. Les 2 étaient ses élèves. Votre maman s'appelait Marie, hein? Marguerite. Marguerite. Et sa cousine? Saounj. Saounj, c'est ça. Il y a beaucoup de poèmes qu'il dédie à Saounj. Oui. Et quand j'ai lu ça, je me dis, c'est quand même dur. Il vient d'épouser Marguerite et il écrit à Saounj. Si c'était moi. Est-ce que vous auriez accepté ça? Vous savez, il a eu alors une fille avec notre marraine. D'accord. Marraine baptême. D'accord. Apolline. Apolline. D'accord. Paula dans le calepin bleu. D'accord. Quand il parle de Paula, c'est d'Apolline. Oui, c'est d'Apolline. D'accord. Et une autre de Bach qui jouait dans l'Hymne national. D'accord. Oui. Ah oui, donc il a eu beaucoup d'enfants hors mariage. Beaucoup, 2. Oui, les 2 sont connus par nous, quoi. D'accord. Ah oui. Et votre maman, comment elle est au courant. Elle est au courant, comment c'est elle qui nous a montré. Qui vous a expliqué tout ça? Oui. Votre marraine de baptême, donc Apolline, il en parle beaucoup dans les calepins bleus. C'est un personnage qui revient très souvent. Oui. Oui, il était très attaché à cette personne-là. Elle était notre voisine quand elle habite à Issourac. D'accord.
Elle habitait là. C'était à quel endroit que vous étiez, vous, à Issourac? Rue d'Angleterre. Rue d'Angleterre. Et juste un tambour nous séparait. D'accord. On se parle comme ça. Puisque même maman a accepté alors. Bien sûr, bien sûr. Et votre maman, elle n'était pas aigrie par rapport à ça, parce qu'elle est décédée il n'y a pas très, très longtemps, je crois. En 84. C'est ça, donc ça fait 30 ans, mais enfin, c'est pas si vieux. Et ça ne l'avait pas rendue aigrie. Comment elle vivait ça, elle? Elle vivait ça comme ça. C'est ça la femme d'un poète, paraît-il. Ah, ah. C'est comme ça qu'elle le voyait. C'est ça la femme d'un poète. C'était son destin. Oui, des fois, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Maman travaillait comme couturière. Ah, ah. Et après sa mort, c'était par la couture et le tricot qu'elle nous a fait vivre. Qu'elle vous a élevé grâce juste à sa couture et son tricot. Dans l'article que vous avez écrit sur votre père, j'ai lu que, enfin, vous notez entre parenthèses que quand ils se sont mariés, ça avait posé un problème de caste. Oui. Pour quelle raison? Andrine est ouf. Votre maman était ouf? Oui. Ah, d'accord. Elle s'appelait Rabou Zaki, c'est ça? La mère de Dad, qui s'appelait Rabouzvel. Rabouzvel, hein. Et son père, parce que... C'est un enfant naturel. Oui, mais alors j'ai lu aussi dans le grand livre là, du CNRS que son oncle paternel... C'est le pasteur Ravelzon. C'est ça, donc on connaît quand même... Oui, on connaît, mais c'est le docteur Rakoutoumala. Le papa de il a voulu adopter Soulouf. D'accord. Mais Soulouf n'a pas voulu, lui avait dit que s'il nous adopte, nous aussi, les 3 sœurs, ça va, et pas seulement lui. Le docteur Rakoutoumala, donc le père de Rabbi Rivel. Oui. Ah, il a voulu adopter ses petits-enfants, donc. Enfin, son fils. On connaît on est en bonne relation avec ses sœurs, ses demi-sœurs. D'accord. Et son demi-frère. Ils sont morts maintenant. Donc il savait, lui, qui était son père. Il savait. Et pourquoi il n'a pas été reconnu? Parce que son père l'avait eu très jeune, c'est ça? Il n'a pas voulu. Le papa, oui. Rakoutoumala, le docteur Rakoutoumala. Non, il a voulu reconnaître après, mais c'est notre père qui n'a pas voulu. Ah, d'accord. C'est Jean-Joseph Rabbi-Rivel qui a refusé parce qu'il a voulu trop tard. Et sur le pasteur Ravelouzon, vous qu'est-ce que vous en connaissez? Parce que moi, j'habite sa maison, hein. Ah, c'est là que vous habitez? C'est là où j'habite. Puisque moi, j'étais à l'école d'Avaratou avant, alors je connais. Voilà, je suis dans le quartier, je suis dans la maison du pasteur Ravelouzon, j'ai cette immense chance. Et je ne le connais pas beaucoup, je sais juste qu'il a participé à l'écriture du Firaketan et que c'était un illustre intellectuel. Oui. Mais vous, qu'est-ce que vous en savez en tant que membre de sa famille, en fait? Pas grand-chose, comme ça. On ne se fréquentait pas. D'accord, il n'y avait pas plus de liens. Il n'y a pas de relation. D'accord. Il n'y avait pas de relation. Donc vous avez encore 4 enfants. Vous avez eu 5, hein, c'est ça? Vous-même? Il y avait Soulouf, oui. Saoud. Nos parents ont donné à Saoud le nom de notre sœur aînée. Saoud, Fouang, celle qui est morte, moi, et puis j'ai Fouang, la réincarnation de Fouang. De Fouang, qui est morte quand elle avait 3 ans, la première. Oui. Hein? D'une plaie à la jambe, c'est ça? Non, pas la jambe, mais le pouce. Ah, à l'orteil, d'accord. Oui. Qui s'est surinfecté, ça a été très vite apparemment. On savait. On ne savait pas traiter. Que c'était un empoisonnement. Ah oui? Puisque ça a duré seulement quelques jours. Il a été très marqué par ça. Hein. Oui. J'ai lu quelque part, il dit... C'est écrit dans le calepin bleu. C'est ça, il parle des taches violettes sur le corps de la petite... C'est pour ça qu'il a dit que c'est un empoisonnement. C'est un purpura, on appelle ça un purpura. Hein, puis le docteur ne savait pas ce que c'était, puisque c'était un simple
Pour beau, simple. Et qui s'est aggravé très vite. Ça c'est aggravé. Et puis il n'y avait pas les antibiotiques Oui. à cette époque-là, donc on ne pouvait pas faire grand-chose. Et pourquoi ça l'a touché à ce point-là? Est-ce que vous avez une idée de ça? Il paraît que c'était sa préférée. C'était sa fille préférée? Oui. C'était la deuxième? Oui, deuxième fille. Deuxième fille? Mhm. En tout cas, il a été très très marqué. Hein, oui, par ça. il était. C'est ce qu'il avait écrit. Et votre maman, quand il a disparu, donc quand il s'est donné la mort, Jean-Joseph Rabé-Arrivel, elle avait quel âge? Maman était née en 1906. 6? Oui. D'accord. Et il a disparu en 37. D'accord. Donc elle était très jeune encore. Oui, elle était très jeune, mais elle n'a 31 ans. pas voulu se marier. Parce qu'elle avait dit que si elle se remariait, c'est ce qu'elle nous avait dit, si elle se remariait, celui qui va devenir son époux aura des enfants aussi. Alors les deux... Elle a eu peur d'avoir une famille trop lourde, trop d'enfants sur les bras. Oui, Oui. En tout cas, elle n'a jamais refait sa vie, elle n'a jamais eu d'autres enfants. Oui, elle n'a jamais refait sa vie. Mais ça ne devait pas être facile. À 31 ans, en 1937, d'élever les enfants que vous étiez, tout petits, avec la petite, votre sœur avait 10 mois. Oui. Hein? Donc c'était une vie quand même... À ce moment-là, vous étiez encore à Issourac? Non, nous habitons en Brudard. Ma soeur habite toujours notre maison. D'accord. Le gouvernement français avait vendu des œuvres pour acheter la maison. Des œuvres? Des œuvres de Rabé-Arrivel? Oui. Ah, d'accord. Pour acheter la maison. Donc son travail de poète lui a quand même permis d'acheter une maison en Brudard. Et puis ça nous a rendu service aussi dans notre vieillesse. Bien sûr. Et évidemment, on est pas mal sortis, surtout Soulouf et moi. D'accord. Vous êtes sortis où? Vous êtes allé en France déjà, par exemple? Vous Oui, avez à été Montréal. À Montréal, vous avez été invité? En France et à Maurice, on a travaillé à l'OACI. Mon mari était représentant de Madagascar à l'OACI. D'accord. C'est l'aviation civile? Oui. C'est ça? Et donc, grâce à ça, vous êtes beaucoup sortis? Non, pas grâce à ça, mais grâce à mon mari. Oui, c'est ça. Grâce à Dieu. Oui, grâce à Dieu Dieu qui me l'a d'abord. donné. Et au métier de votre mari? Il est mort en 96. D'accord. Donc c'est encore frais. Et 2 ans après, Gaël aussi mourait. Gaël, c'est votre fils? Oui. C'était l'aîné? Non. Non, pas l'aîné, le 3e. Le 3e? Et Gaël, il écrivait, non? Oui, il écrivait comme ça aussi. Aussi? C'est lui qui a connu Zor. Oui, Zouar m'a parlé de Gaël. J'étais un peu... un petit peu, comment dire... je trouve pas le mot, mais... j'ai été un peu frappée par le fait que vous avez perdu votre papa de mort violente. Bon, vous aviez 3 ans, 4 ans, vous n'en êtes pas vraiment rendu compte, mais votre fils aussi. On peut dire. Et non, lui, il se droguait. C'est la drogue qui l'a poussé à ça? Il avait quel âge quand il vous a quitté? Il était né en 66 et il est mort en 98. Donc 22 ans, oui, il était tout jeune. Mais c'est un peu rare. Excusez-moi, hein, mais c'est quelque chose qui, moi, me... C'était un garçon simple, calme et tout ça. Même le père Fazio, puisqu'il travaillait à Saint-Michel, disait il n'aimait pas les gens. Faire du football, non, c'est pas Gaël qui ferait ça. Et puis d'un coup, c'était à l'université. Qu'il a commencé à toucher à la drogue? Oui. Et c'était quoi? Qu'il prenait du Zamal, de Rungoon? Oui. On l'a déjà désintoxiqué en bibol, luthérienne, mais... Et c'est ça qui l'a rendu malheureux? On ne sait plus, hein. On ne sait plus. Au point de perdre la vie. Il était mort là, sur cette chaise-là. Il dormait à côté.
Et moi, j'étais là. Et la boniche venait de repasser les lampes, quoi. Il a pris le tas comme ça. J'ai dit, tu veux te changer? Non, j'ai dit, moi, achète-moi des glaces. Et puis, il y avait la boniche qui était là. Je dis, ah non, moi, je vais aller acheter, je vais voir la yourte à boire, là. Tu gardes à la maison. Et je suis allée, moi, j'ai donné la yourte, puis j'ai donné. Et puis, il est venu ce soir-là. Et c'est là, en 15 minutes, qu'il a rendu là. Ça, comme ça, là. Il avait pris des médicaments? Non. Non? Non, rien. Mais son frère, Zouar, m'avait dit, le matin, tu sais, il délirait déjà quand il avait dit, maman, amène-moi ces rouleaux de rougon et tu les mets, jette-les, et tout ça. Il parlait. Et quand on a téléphoné à Zouar, rentre vite, parce que Gaël est mort. En arrivant, il m'avait dit, tu sais, ce matin-là, il délirait déjà. Donc il est décédé, mais est-ce qu'il a vraiment voulu se donner la mort, lui? On ne sait pas. Non. Non, probablement pas. Non, c'est la maladie. Ouais, c'est la maladie, l'addiction, en fait, la drogue. Donc il était tout jeune, hein? Oui. Et vous avez gardé ces textes? Hein? Ce qu'il écrivait, ses poèmes, vous avez gardé? Oui, avec ma fille aînée aussi écrivait, même dans les journaux. Mais comme ma fille là, elle ne parle pas et elle ne marche pas. C'est Carole? Oui, on a voulu. J'ai déjà demandé à Claude Rabinour de. Puis j'avais aussi des poèmes quand j'étais jeune aussi, j'écrivais. J'ai demandé à Claude de les publier. Et je ne l'ai plus reçu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Et comme moi, je n'arrive plus à marcher correctement, je ne peux plus sortir, quoi. Vous aimeriez qu'ils sortent? Vos écrits, à vous, ceux de Gaël, et ceux de votre fille aînée, c'est Carole, hein, c'est ça? Non, c'est Chantal. Ah, c'est Chantal, pardon. Carole, c'est le petit dernier. Oui, c'est le petit dernier. Mais Chantal, elle ne marche plus, elle ne... Elle a eu l'AVC en 2007. D'accord. Quelques mois après la mort de Soulouf. On ne savait pas qu'elle avait l'AVC. Et puis le coma, elle était dans le coma pendant 3 semaines. On ne savait pas que c'était un coma diabétique. Aïe. 1 mois après seulement qu'ils ont diagnostiqué à l'hôpital chez Péflou que c'était le diabète. Et depuis, elle ne parle pas, elle ne marche pas. Elle est restée très elle commence maintenant à dire maintenant on a vélo, moi. Elle récupère un petit peu. Elle récupère un petit peu. Et c'était quand ça, son AVC? Et ça fait déjà longtemps, ça fait longtemps. 2007. Heureusement, puisqu'elle habitait Manakara, qu'elle était en vacances à Tana, puisqu'elle était toute seule à Manakara. Ses enfants étaient à Tana, son mari l'a quittée. Qu'est-ce qu'elle faisait à Manakara? Elle enseignait à l'école privée française. D'accord. Oui. Et c'est arrivé ici? Et c'était arrivé comme ça. Vous aimeriez bien que les textes qu'elle a écrits et que Gaël a écrits, que vous avez écrits, soient publiés? C'est soir que les enfants font ça. Mais je crois que c'était pour ça, c'était en ça. C'était des groupes, Toto, Michou. Tatsa, oui, et Tatsa. Oui. Les garçons de la campagne. Les garçons de Louis. Ils faisaient la fête dans les villes. Oui, justement. Oui, les Zouars.
a encore des amis Tatsa. C'est des liens qui perdurent. Ce midi, il y a Rapace, Pascal, qui a appelé de France, et c'est un Tatsa aussi. Oui. Il était de ce groupe-là, ils allaient faire la fête. Lors de la mort de Gaël, ils sont venus avec Madame Razakabon. Oui, c'est la famille Razakabon aussi, c'était des Tatsa. Puisque de Rad, le second fils de Razakabon, c'est Tatsa aussi. Parce qu'ils étaient au collège Saint-Michel. Saint-Michel, et habitant tous en Bouibo ou les environs. Oui. Les enfants de Rajona. Puisque c'est le nom du domaine de Rajana, en Tirabé, comme ça. Ah, oui. Là où, comment il s'appelle déjà, là, le garde-corps de Marc Ravalman, qui a épousé sa fille, qui gère. D'accord. C'est la famille Rajona. Parce que le garde-corps qui est gabonais ou quelque chose comme ça, qui a épousé l'île. Je ne connais pas trop Je connais pas Rajona, ça me dit rien. Il est en Belpao, là, à côté de l'hôpital. D'accord. C'était un grand de la finance. D'accord. Zouar et... Je me souviens très bien, Zouar et Toto sont venus un soir pour parler à Gaël, mais Gaël il dormait. Ah, c'est ça. Ils étaient là, les deux. Il attendait, venez voir, regardez-le, il dort comme... Puisque il dormait en haut, là-haut. Oui, hein. Mais il passait beaucoup de temps à dormir à cause de la drogue. Non, des fois, ça dépend. Ce qui m'étonne un peu, c'est que le rungun, ça ne tue pas. Et donc, est-ce qu'il buvait de l'alcool aussi? Ah oui. Ah oui. Je ne me souviens plus, mais je crois que crois. Hein. Oui, c'est ce qui était le cas de Jean-Joseph Rabert-Rivel aussi. Hein. Lui, morphine et opium, hein, c'est ça? Opium. Parce que dans les calepins bleus, il parle un peu de ses fréquentations. Ouais. Je ne sais pas s'il n'y avait pas encore des roucons à ce temps. Ah, il y en avait sûrement, mais... Mais il avait juste, Sophie, dans le livre, là, il avait dit, c'était l'ambassadeur allemand qui l'avait remarqué. Sans la politique, Madagascar serait un pays merveilleux. C'était le titre de... Il y avait une conférence... Au CGM, oui. Peut-être. Et lui, il a remarqué ça, il a dit, j'ai écouté, Robert l'a vu depuis longtemps. Et j'ai demandé, moi, la fiche, mais le responsable ne nous a pas donné. On a déjà commandé, mais... La fiche du CGM, puisque de cette conférence. Sans la politique, Madagascar serait un pays merveilleux. Et c'est vrai, hein? Ouais. En écoutant la radio, là, je viens... Quel gouvernement! Tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué, mais que faire? Il ne faut pas faire la politique. En même temps, il faut la faire si on veut la changer. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais juste là, se plaindre? Ils se démerdent. L'un disait une chose, l'autre répond après, et on ne sait plus où on est. C'est dur. La vie est vraiment... Ah non, moi je m'y fais, mais il y a des gens, en voyant là,
Ils ne mangent même pas des fois hein, l'assiette de mes capotes de riz. Ils vivent quoi au jour le jour. J'ai vu les boniches là, parce que j'en ai 2. À la fin du mois, ils ne touchent plus un sou et ils recommencent à demander « On n'a rien, madame, on n'a rien à manger. » Et les enfants vont à l'école. L'autre, elle a encore... puisque il y a une petite maison en bas et il habite là. Je l'avais embauché comme gardien, son mari, mais ça fait déjà plus de... Il ne peut plus rien faire, et c'est la femme qui... Mais les renvoyer, où est-ce qu'ils vont louer une maison, 150 000 francs Déjà, ils n'ont rien, presque... c'est vraiment... Une fois, je suis allée dans une petite épicerie à côté, là. Un capote de riz. Ils sont 5 à la maison. Et la femme venait, il paraît, c'est l'épicière qui m'avait dit, elle venait d'accoucher. Et c'est là seulement le soir qu'ils ont pu trouver pour acheter une capote de riz. C'est triste, hein? C'est triste. Votre maman a dû vivre des conditions un peu comme ça, hein? Non, mais nous, on avait toujours à manger. C'est ça que je dis à mes filles et à les gens qui viennent demander des choses chez moi. Moi, je garde mon train de vie d'avant. Je ne suis pas tellement riche, mais je m'y fais avec ce que j'ai, parce que je ne mange pas beaucoup. Non, ils mangent comme ça. Et puis, c'est ce qui... Leur faute aussi, c'est ça. Quand ils gagnent de l'argent, ils achètent beaucoup, et puis ils mangent beaucoup, et puis le lendemain, ils ne mangent pas. Moi, je dis, moi, je mange toujours. Et évidemment, là, moi, je ne mange pas à midi. J'aime pas être seule à table. Je mange des sandwichs ou une soupe chinoise, comme ça. Mais pas du riz. Nous, on ne mange pas beaucoup de riz. On a bien l'habitude avec maman, comme vous dites. Mais elle trouve toujours avec un peu de riz, des légumes. Par exemple, de pommes de terre, un poireau, de carottes. C'est comme à l'eau, quoi, soupe au riz. Donc vous mangez? On mange. Même s'il n'y a pas beaucoup d'argent? Oui, mais on mange toujours 3 fois par... C'est ce que mon mari m'avait dit. Ah, c'est pour ça que j'aime bien être chez... Tu vas faire comme ta maman, hein? Il a repéré que la maman savait bien gérer. Ma grand-mère était comme ça. Ma grand-mère faisait des lessives chez les gens. Elle était vraiment pas très modeste, hein. Mais il y avait toujours à manger. Elle se débrouillait toujours pour faire à manger pour tous les gens qui étaient à table, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Elle achetait des saucisses grasses là, chez les gargotes pour quelques sous, avec 2 pommes de terre. Ils mélangent, c'est bon, avec un peu d'haricots verts, tout ça. Nous, on mange toujours. Mais pas beaucoup, hein, mais on mange. C'est ce que je dis aux gens. Elle avait beaucoup de mérite. C'est une femme courageuse, votre maman. Ah oui, hein, ça on peut le dire. On peut le dire. La pauvre. Puis elle travaillait aussi chez son frère. Son frère était photographe, quoi. C'était Ramilizon? Ramilzon, c'est son oncle, mais Razavchim. Razavchim. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle faisait pour lui? Elle triait les photos et livrait les photos aussi. D'accord.
Ah oui. Et je crois que Jean-Joseph Rabert-Rivel, lui, il allait souvent chez Rami Litzon. Oui, mais c'était là où nous étions là-bas quand il était mort. Il nous a envoyés là-bas en Pour vous disant mettre à l'abri? que vous lirez ça dans le livre. Mhm. C'est écrit dans le calepin bleu. Pour vous mettre à l'abri, pour que vous soyez tranquille. Presque, on y va presque tout le temps. C'est la Alors, maison elle qui dit, est sur la... vas-y, je viendrai vous chercher. C'est la maison qui est avant le ministère de l'eau, là? Juste Mhm. avant, c'est ça? C'est la maison qui est dans la montée quand on va vers le Oui. carrefour du commissariat? Oui. C'est ça? Et elle existe toujours, cette maison? C'est marqué dessus, studio Rami Litzon. Les enfants de Rami Litzon sont là. D'accord. Sa fille, la seconde fille qui est là. Mais les deux autres sont en France, et puis le garçon aussi. Et votre maman, après que Rabert-Rivel soit mort, est-ce que le travail de Rabert-Rivel a tout de suite été reconnu, son travail d'écrivain? Comment il a été perçu? Parce que là, moi, je le connais que récemment, on va dire, et tout le monde s'accorde à dire que c'est un écrivain très talentueux, que c'est un monument de Madagascar, mais ça n'a pas toujours été le cas, je crois. Oui, c'est pour ça. Il avait espéré aller en France. Il avait demandé d'être fonctionnaire. Mais comme il n'avait pas de diplôme, les Français n'ont pas voulu. Ils ont dit que vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez être renvoyé d'un moment à l'autre, alors il ne faut mieux pas. Il était très déçu. Il devait, puisqu'on jouait opéra Bovadgout, je crois, en France, et il devait aller là-bas. Et à la dernière de l'heure, on lui a dit non. On lui a dit, il était déçu. La mort de voix, ça, et tout l'amenait vers le désespoir, quoi. Il est toujours sans sous, pourtant l'opium, ça coûte cher. Les femmes aussi. Et votre maman, elle a été invitée, après sa mort, elle a été invitée à le représenter un petit peu en dehors, en France ou à l'étranger? Oui, par tous les gouverneurs français, nous étions reçus. D'accord. Ils nous ont donné leurs tricots, puisque ma mère vivait en tricotant. Donc il la faisait travailler? Oui, comme je vous ai dit là. D'accord. J'ai écrit ça parce que c'était la femme de l'ambassadeur qui m'avait dit de donner une conférence. Et tous les gouverneurs, ou en tout cas les représentants de l'État français? De Copé, et puis il y a les Brie, Brie, et puis qui ça, je ne sais plus, et puis les deux, le propriétaire de Colbert, c'était nos clients. Pour le tricot? Pour le tricot. Ça a permis à votre maman de s'en sortir? Et ensuite, c'est Soulouf qui a été un peu de la charge de la gestion. En fait, ce qui m'a étonnée un peu, c'est que Rabert-Rivel, quand il est parti, il a dit à Rabé Manonzar, je te passe le flambeau, tiens-le bien haut. Mais il n'a pas été publié, par exemple, chez Présence africaine. Oui. Et pourquoi ça? Je ne sais pas, c'est pour ça que Soulouf, quand Rabé Manonzar était mort, il nous a interdit d'aller à son enterrement. Ah oui? Oui, on n'y était pas. Il était un peu fâché. Il y avait seulement Bach ou Saoud, notre fille. Puisque Soulouf habitait chez moi, je ne pouvais pas y aller. Soulouf habitait chez vous, en Oui. Bouïda, à ce moment-là? Non. 10 ans, il habitait 10 ans chez moi. D'accord. La mort de Gaël,
Moi, je l'avais dit, puisque j'ai deux chambres de libre là-haut, à pied de chez nous. Donc Il a ici, cherché- oui, en en oui, haut. en oui, oui, ici. Son propriétaire l'a renvoyé. Et il a cherché une maison partout. Mais c'était très cher ou... Je sais pas, il n'a pas voulu. Alors, je lui avais dit, viens chez nous, puisque les chambres d'en haut sont libres. Tu peux... Donc il a habité 10 il a ans. dit, ah non, tu habites trop loin, moi je veux pas. Et puis un jour, soir, il est revenu, il travaillait en ville. Oh, maman, tonton est venu chez moi, il va venir avec ses meubles mardi. Et il est venu habiter ici. Oui, il est venu habiter ici. Et c'est lui qui s'occupait un peu des écrits, enfin des choses de votre père. Oui, lui et moi, et puis moi, comme moi, je pouvais plus, j'ai l'équipe à Brice. Maintenant c'est Brice. Oui. Maintenant c'est Brice qui s'en occupe. Donc les manuscrits de votre papa, ils étaient dans des malles. C'est ça? Oui. Parce que Ils quand sont maintenant... Ils sont à l'IFM. Oui, sauf Calepin Bleu est avec moi. Le Calepin Bleu, c'est avec vous. Oui. D'accord. Et c'est les mâles qui sont là, que j'ai vus en entrée? Non. Non, ça n'a rien à voir. Bleu, Oui. là. Non, là, ce sont mes mâles que j'ai achetés au Canada. D'accord, ce sont vos mâles de voyage, les Oui. vôtres. D'accord. Mais pour lui, c'était des cantines, quoi. D'accord, des cantines en fer. Des En fer. cantines, ouais, comme on faisait autrefois, là. Mhm. Et en fait, votre décision de confier les manuscrits à l'IFM, c'est venu de quoi? Comment ça s'est fait? C'était Dominique et Claire Riffard. Dominique, c'était l'ancienne bibliothécaire de... Oui, Dominique Chelot. Oui. Oui, je la connais bien, c'est une amie à moi. Je l'aime bien, Dominique. C'est une amie à moi, elle est à La Réunion maintenant. Oui. Elle sera contente que vous l'évoquiez dans cette histoire-là. Elle était... Parce que les manuscrits, ça s'abîmait. Alors c'était, d'après elle et Claire Riffard, c'est mieux. C'était mieux en France, mais Soulouf n'a pas voulu. Et même au centre là, il n'a pas voulu, mais quand il était mort, nous on a accepté. Oui, parce qu'il y a Brice qui racontait qu'il y avait eu des fois des manuscrits qu'on a retrouvés ou qu'on a cherchés chez les bouquinistes. Enfin bon, quand il y a un patrimoine comme ça, c'est difficile aussi à conserver. Hein, parce que ça représente aussi une tentation pour plein de gens. L'encre là, ça s'efface. Ça s'efface, ouais. Donc maintenant, c'est bien conservé. Et puis sur les feuilles là, les feuilles s'envolent. Donc c'est venu comme ça, quand vous vous êtes rendu compte que ça s'abîmait et que Soulouf était décédé, vous avez décidé de confier Oui, quand conservation. Soulouf était mort, on a dit on va les mettre là-bas, c'est mieux ainsi. Beaucoup de gens ne sont pas contents. Les Français, encore des Français, pourquoi donner vos affaires aux Français? C'est mieux ainsi. J'ai vu là non, c'était avec... quand Dominique était déjà parti, j'ai vu le coffre où ils ont mis. Oui, c'est bien conservé. Hein. Oui. Oui, j'ai vu aussi. Je crois que c'est très bien fait. Oui. Et puis c'est peut-être chez les Français, mais ça reste à Madagascar malgré tout. Ouais. C'est ici. Qu'est-ce que ça fait? Ici ou là-bas, c'est pareil. Mais ce qui est surtout très bien, c'est qu'ils ont fait cette numérisation, enfin qu'ils ont photographié tous les documents, et puis qu'ils ont fait publier au CNRS. Voilà, c'est accessible pour tout le monde maintenant. Oui, justement. Ça, c'est une formidable aventure. C'est très bien pour connaître la personne, son œuvre, enfin, et puis c'est... Oui, c'est mieux ainsi que d'être enfermé ici. Bien sûr. Puis Carole a retrouvé le deuxième mâle, comme disait... Qui c'est déjà? Serge. Serge Métinger, oui. Serge qui avait dit que
On a retrouvé une deuxième malle, pas une deuxième malle, mais c'était dans le carton, dans un carton, puisque Carole fouillait là-haut, il a dit, maman, voilà encore des manuscrits, des œuvres de grand-père. Ah, Alors j'ai appelé Brice, et Dominique est venue. ils ont trouvé ça dans le grenier. Carole a trouvé ça dans le grenier. Non, pas de... Enfin, là-haut, Oui, chez vous, là-haut. quoi. Stocké chez vous. Puisque on a deux chambres, dans l'autre il y a comme un genre de débarras. Avant c'était la chambre de Gaël et de Zohar, mais c'est devenu le débarras quoi. Les affaires de Selouf et tout ça. Et c'était dans les affaires de Selouf qu'on a retrouvé le carton, deuxième malle comme disait Charles. Donc c'est Soulouf qui les avait ramenés ici, depuis l'endroit où lui il habitait avant. Oui, Il habitait où avant Soulouf? à Pandren. Ah, en Pange. Ah. C'est lui qui avait gardé l'héritage de Oui, votre il papa. avait pris ce qui était chez maman et tout ça. Ah, en Bouïda donc. Oui. D'accord. Et alors cette histoire, Ah, heureusement qu'il habitait chez moi, parce que sans ça, hein, c'était ça, perdu? C'était, oui. Ah oui, c'est ça. C'est quand même le destin. Hein. Ah oui, hein. Parce que sinon, heureusement que c'était là et que vous étiez vigilante, enfin que vous avez mis la main dessus. C'est vrai que sinon, dans les histoires de famille, les divorces, c'est un vieux carton, des vieux papiers, on jette ça, quoi. Ah, c'est miraculeux. Un peu. Et donc la maison d'Ambouïda a été achetée avec de l'argent de l'État français? Pas l'État français, mais de la vente des œuvres. Mais c'est l'État français qui a acheté vendu. les œuvres. Ah oui. Mais c'était quoi? Ils ont vendu des manuscrits? Ah, je ne sais pas, hein. C'était les œuvres de maman, de mon père. D'accord. Donc C'est certainement ce que des maman avait manuscrits. écrit et raconté. Ouais. Certainement des manuscrits, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils pouvaient vendre? En tout cas, c'est Moi bien. aussi, moi, je me souviens plus de ce que j'avais écrit. C'était en 66. Que vous avez quitté Ambouïda? Non, que j'ai écrit L'article que vous m'avez donné? Oui. D'accord. Oui, mais ça, je l'ai lu. Je l'ai lu, mais bon, j'essaye de comprendre un petit peu les migrations de la famille. Isourak, Ambouïda, ensuite en Panjan chez Soulouf, les papiers qui se déplacent comme ça d'un grenier à l'autre, enfin d'une maison à l'autre. Mais il y en avait beaucoup aussi qui étaient perdus quand c'était chez maman, puisque les étudiants ils venaient. Les étudiants de l'université? Ouais, même maintenant, là, ils viennent chez moi. Et ils empruntaient des... Non, moi, ils cherchaient, maman était presque invalide, quoi. Et alors, c'est Rankson surtout, hein, moi, je crois que c'est lui qui a... Henri? Parce que moi, j'ai beaucoup de livres avec lui. Hein. Quand il avait fait son exposition, il a prêté ici. Il n'a pas rendu. Même à la Bibliothèque nationale, paraît-il, il ne l'a pas rendu. Il a effectivement cette réputation. Je l'ai déjà entendu dire par d'autres personnes. Donc il y a un fonds Robert Rivel chez Henri Rinxon. Oui. On peut le savoir. Mais c'est un cousin de maman. C'est ça? C'est quelqu'un de... Ah oui, c'est un cousin de votre mère. Oui. Je me souviens très bien, il y avait un journal relié comme cette table-là, puisque je lisais beaucoup moi aussi. Je n'ai pas retrouvé. Un journal comme les Calepins Bleus, un peu? Non, pas le journal de dame, mais le journal relié. Ah oui, des journaux, des parutions de l'époque. Où on parlait de lui. D'accord. Et puis, comme j'aimais les romans, je lisais des romans dedans. Moi, je disais, dommage que je n'ai pas emporté, parce que moi aussi, je n'habitais pas tellement Tananarive.
On était Moldave, Diego, Chile. Avec votre mari, vous avez beaucoup voyagé. C'est Ouais. fonctionnaire, quoi. Alors, il est inspecteur d'État. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de lire, à vous? J'aimais les romans, j'aime bien les romans d'amour malgaches, là. Au début, c'était... Et puis, comme mon mari, comme je vous l'ai dit avant-hier, là, Grand Zobel nous avait dit de lire beaucoup pour apprendre. Et quand j'ai lu, comme Dad aussi, avait ce conseil que pour apprendre, bien apprendre, il faut enseigner. Lui, il a enseigné, moi, je ne sais pas enseigner, mais je lisais. C'était qui Radzobel, rappelez-moi? Prosper Radzobel, directeur de l'ENAM. Ah, c'est ça. Parce que mon mari était le premier... De la première promotion. Ouais, comme administrateur civil. Et votre maman, elle lisait aussi? Oui, Oui, elle aimait lire? il aimait lire, je sais. Est-ce qu'elle appréciait la poésie de votre père? Est-ce qu'elle aimait bien ce que votre père écrivait? Est-ce qu'elle lisait ça? Est-ce qu'elle aimait son travail? Il paraît, mais vous savez, pour lui, c'est un peu difficile, c'est ce qu'il écrit. Moi-même, je ne lisais pas tellement. Et puis, le Calpa Bleu, Soulouf n'a pas voulu qu'on le lise. C'était seulement à sa mort que j'ai... Non. Une fois, Claire était venue et il l'avait oublié sur la table au salon, là. Alors, c'est là que j'ai pris, j'ai lu. Il n'a pas voulu qu'on le lise. Même à vous, il vous le cachait? Alors que vous étiez ses filles? Il avait peur que vous soyez choqués? Ah, je ne sais pas. Oui, mais oui, c'est choquant quand même. Hein. Il y a des tas de choses choquantes dans ce qu'il écrit. Ah, c'est un journal Intime, voilà, intime. Donc forcément, un journal intime, ça n'est pas fait pour être bien séant. Oui. Mais lui, il avait lu. Oui. Il lisait beaucoup, votre frère, Soulouf? Ah, lui aussi. C'était un grand lecteur? Mais lui, oui, il aime... Et moi, je lis tout ce qui me tombe sur la main, comme je vous l'ai dit là. J'aimais bien sas, chasse, tout ce... Quand je n'ai rien à faire aussi, alors... je ne fais que cuire l'eau et le riz et la soupe. Je ne prépare même pas, mais je mets sur le feu seulement. Vous avez gagné le droit de vous reposer maintenant, hein, quand même, à 81 ans. Oh. Oui, c'est ce que j'ai dit à mon docteur, parce qu'elle a dit qu'il faut faire la marche. Moi, j'ai dit, écoutez, 3 fois par jour, je vais dans ma chambre à coucher, la salle à manger, il y a une petite chambre avant d'aller à la cuisine. Au moins, le matin, pour préparer mon café, 2 fois, au moins 2 fois, en mettant sur le feu et en allant chercher. Oui, puis il y a pas mal de marches en plus, hein, chez vous. Hein. Donc vous faites du sport quand même. Hein. Oui, ça suffit. À midi aussi, mais à midi, quand je suis toute seule, moi, je prends du sandwich, je fais des soupes chinoises ou miso ou quelque chose comme ça. Et je mange. J'ai pas d'heure, quoi. C'est le soir seulement qu'on mange à 19h avec mon soir. Avec votre fils qui habite là. Parce que lui, il travaille, alors je suis obligée de faire... C'est bien, ça vous oblige aussi un peu à manger un vrai repas, enfin, à c'est vous ce mettre que à le table. docteur m'avait dit. Oui. Il vit ici, Zoar? Oui, les deux garçons, les deux vieux garçons. Carole, mais il m'avait dit qu'il était là-haut quand vous étiez là. Ah bon? Oui, il m'avait dit. Puisque vous partez, moi j'ai dit, ah bon, tu étais là-haut? Oui, j'ai entendu parler, mais je croyais que c'était Tine, c'était notre gendre là-haut. Il avait dit que je croyais que c'était Tine qui te parlait avec toi. Hein? Ben, on le croisera peut-être, hein, un de ces jours.
Il a le même prénom que mon mari. Oui, Ils s'appellent Zouar tous les deux. C'est un beau nom, hein. c'est ce que mon père voulait quand il voulait avoir d'autres fils. C'est ça que j'ai pris, j'ai donné à mon fils. Ah, c'est pour ça que vous l'avez appelé Oui. Zouar. Alors Zouar, mon mari, il est dans Batoufout. Nous aussi. Oui, je rends souvent visite au tombeau de votre papa, puisque c'est notre promenade dominicale. Avant, j'y vais le 1er novembre. Ah, Ça fait 2 ans que je ne suis pas allée. Ma petite fille m'a menée en voiture, puis je prenais un taxi. nous on aime bien. En fait, c'est du côté de la maman de Zouar, de mon mari. Ils ont le tombeau juste à côté du temple. Et donc j'aime bien le tombeau déjà, c'est un bel endroit. C'est un vieux tombeau qui est très, très joli avec plein de broussailles. Et quand je lis ce que Rabbi Arivel écrit sur En bas de foot et sur son village natal, et je trouve bien l'ambiance. Je trouve bien l'ambiance. Donc c'est vrai que c'est un endroit qu'on aime bien. Mais du coup, je ne savais pas que c'était le docteur Akut Malal qui était de là-bas, donc le pasteur Aveloudzon aussi, certainement, Oui. Chez des Anadjralam, quoi. Oui, mais Nene, sa mère l'a eu à 13 ans. Hein. Ah oui, votre maman? Non, Dad. Ah, votre oui. papa. La mère La de votre... grand-mère. Ah oui, Oui, la mère de Jean-Joseph Oui. Rabbi Arivel, elle a eu ce fils-là à 13 ans. oui. Oui. C'est presque incroyable. Elle a eu d'autres enfants? Non, C'était son seul fils? c'est son fils. Ah, c'est peut-être pour ça qu'à l'époque, le docteur Akut Malal ne l'a pas reconnu. C'était trop jeune. difficile, trop jeune, c'était presque du détournement de mineur. Oui. Parce que 13 ans, c'est vraiment très jeune. Hein. C'est l'âge de mon fils, je n'imagine pas. C'est la vie. C'est la vie. Et elle était d'où Comment la maman de Jean-Joseph Rabbi Arivel. Elle était de quel coin, vous savez? En bas de foot. En Batoufout. Elle aussi, C'est elle sort elle dans qui est Bat- en bas de foot. C'est elle qui est dans Batoufout, Oui. d'accord. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il se réclame dans Batoufout, c'est du côté de sa mère. D'accord. Elle s'appelait comment? Rabouzvel et Eugénie. Rabouzvel. C'est pour ça que Dad l'a mis Arivel dans son nom, puisqu'il était né Rabé, Casimir Rabé, Oui, et à son machin, quand il était machin, qu'il a rajouté Arivel. Oui, Pourquoi Arivel? il a mis Arivel, et Arivel Jean-Joseph pour être comme Jean-Jacques Rousseau. Ah, JJR. Ah. Oui, mais il aurait pu choisir plein d'autres morceaux. Vous savez pas pourquoi c'était Arivel? Qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Arivel en soi, pour vous? Le Comment? mot, le nom, qu'est-ce que ça a un sens? Rabé. Oui, Rabé c'est le grand. Et Arivel, parce que sa mère s'appelait Rabouzivel. Ah, d'accord, ça vient de là, à cause de Rabouzivel. Rabouzivel. Elle a eu une vie longue, Qui? votre mère. Oui. Elle vous a accompagné. Ah, mais vie de pauvresse. Et surtout à la fin aussi, elle était malade, cancer du col. Et ça, après l'opération, ça a empiré.
Elle avait quel âge quand elle est décédée? Je ne sais plus. Hein. Il était mort le 4 mars. Il date de naissance de notre père. 84. 84. Ah oui, 84. donc 78 ans. Je crois que c'était 84. Oui, très âgé quand Bien, même. c'est Nene qui est mort en 80. Je ne me souviens plus. Hein. J'ai des pères. Oui, c'est ancien tout ça quand même. Hein. Parce que sa mère était morte avant maman. La mère Oui. de Jean-Joseph. Et elle faisait quoi, la mère de Jean-Joseph Rabérivel? Elle était tombée. Hein? Elle habitait en Batunakang aussi, là. D'accord. Elle était tombée, elle habitait toute seule. Elle était tombée en montant, je crois, en montant l'escalier dans sa chambre. D'accord. Elle était morte à l'hôpital Péfélatin. Mais quand, avant, quand elle était en âge de travailler, qu'est-ce qu'elle faisait? Comment elle a fait pour élever son fils? Le gouvernement français lui avait donné, elle demandait de l'argent là-bas. Ah oui, une fois que Rabbi Rivel était célèbre. Mais avant ça, quand elle l'a élevé, quand il était jeune homme... Non, elle était mariée à un tailleur. Ah, elle était femme de tailleur. Elle s'est mariée avec un tailleur. D'accord. Ils étaient dans quel quartier? En Batunakang. Ah, en Batunakang. Juste en face du temple Chanburik, là. Le temple en protestant? montant l'escalier. Au quatre chemins? Non, pas le 4 chemins, mais le Koja. Oui, vers la mosquée? La mosquée. En face de la mosquée, il y a l'escalier? Non, pas... Oui, en face de l'escalier, là. Ah, il y a un temple au-dessus. Pergola. Oui. Il y a un temple au-dessus, Oui, c'est il y a vrai. un temple là. Donc elle était par là? Oui, juste en face, en montant l'escalier, juste la première maison. Avant le temple, donc? Non, le temple est en face. Le temple est en face. Je vois pas de quel temple vous parlez. C'est un temple qui est sur la hauteur, là? Non? Sur la hauteur, en Batunakang, ça. Ah, le temple de protestant en Batunakang? Là, c'est le 4 chemins. Oui. Pas sur le 4 chemins, mais encore un peu plus bas. Vous voyez, la pergola? Oui. Il y a... Je ne sais plus le nom, hein, parce qu'avant c'était Pauli. Il y a une mosquée. Oui. Juste. En face de la mosquée, il y a un tailleur. Il y a un escalier, on monte l'escalier. D'accord. Et c'est là? Oui. C'était la première maison, là, en montant l'escalier? D'accord. Parce que j'ai demandé à un tailleur s'il savait où habitait Rabbi Rivel, mais ils ne savent plus, les gens dans le quartier. C'est c'est pas... oui, c'est sur le chemin, mais dedans... C'est pas tout près de... C'est pas tout près de la route? Pas tout Il faut monter un peu l'escalier? Il faut monter. Parce que c'est vrai, il y a un temple en hauteur. C'est en face de ce temple-là qui est en hauteur, qui est au-dessus des escaliers? Oui. D'accord. Mais la maison où il était mort, c'est encore plus loin. D'accord. Toujours en Batunakang. Dans ce quartier-là, toujours. C'est au milieu des deux temples. Temple à Batunakang et en Batunakang. Les deux sont dans Batunakang. Entre les deux temples. C'est le Chanvat. D'accord. Et l'autre, c'est Chanburik. Ah, ok. Attendez, je vais changer ma cassette. Oui, je vois bien enfin, celui que je connais, c'est Chanvat. Celui qu'on voit le plus, là. Qui est vraiment au quatre chemins. Au quatre chemins. Mais le Chanburik, c'est un peu au-dessus de la rue, oui. En hauteur. Et il habitait entre les deux, quand il est mort. Oui. D'accord. Et Nene habitait juste en face du temple.